Ils étaient 9 jeunes, expérimentés, en pleine forme. Ils ont décidé de fuir leur tente par une nuit à moins 30 degrés. Pourtant, ils avaient tout prévu. L'équipement, les vivres, l'itinéraire. Mais ils ne sont jamais rentrés. Les secouristes ont retrouvé leur tente plusieurs semaines plus tard. Elle était déchirée de l'intérieur. Leurs affaires étaient encore là, leurs chaussures aussi. Mais eux avaient disparu. Ils avaient fui dans la nuit, pieds nus, par moins 30 degrés. Pourquoi quelqu'un abandonne-t-il tout pour courir vers la mort ? Personne ne le sait encore. Ce qui s'est passé cette nuit-là sur les monts Oural en février 1959 reste l'un des mystères les plus troublants du XXe siècle. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on entre dans l'affaire Dyatlov. Janvier 1959, Union soviétique. Un groupe de 10 étudiants et diplômés de l'Institut Polytechnique de l'Oural se prépare pour une randonnée hivernale dans les monts Oural. Une expédition de niveau difficile. Classée catégorie 3, la plus haute à l'époque, leur chef c'est Igor Dyatlov, 23 ans, passionné de montagne, connu pour son calme et son sang-froid. Les autres lui font une confiance totale. Parmi eux, Zineda Kolmogorova, 22 ans, souriante, pleine d'énergie. Lyudmila Dubinina, 21 ans, étudiante brillante, Yuri Doroshenko. Rustem Slobodin, Alexander Kolevatov. Des noms que vous allez retenir. Un des membres, Yuri Yudin, doit rebrousser chemin dès le début, à cause d'une douleur au genou. C'est la seule décision qui lui sauvera la vie. Il sera le dernier à les voir vivants. L'objectif ? Atteindre le mont Otorten, dans le nord de l'Oural. Environ 300 km à pied, en plein hiver. Ils doivent être de retour pour le 12 février au plus tard. Ce qu'ils ne savent pas encore, c'est que la montagne qui se dresse sur leur chemin s'appelle, en langue mansi, le peuple autochtone de la région, Kholat Syakhl, ce qui se traduit par la montagne des morts. Le 28 janvier, le groupe quitte la dernière ville habitée. À partir de là, plus de témoins, plus de contacts. Le 1er février, ils atteignent les pentes de Kholat Syakhl. Le temps se dégrade. La visibilité chute. Ils décident de planter leur tente directement sur le flanc de la montagne, à 1079 mètres d'altitude. C'est leur dernière décision connue. Le 12 février arrive. Pas de retour. Leurs proches commencent à s'inquiéter. Mais en Union soviétique, en 1959, on n'envoie pas des secours immédiatement pour des randonneurs en retard. Ce n'est que le 20 février qu'une première équipe de recherche part à leur rencontre. Puis une deuxième, puis des étudiants, puis l'armée. Personne ne s'attendait à ce qu'ils allaient trouver. Le 26 février 1959, les secouristes repèrent enfin quelque chose, une tente, à moitié ensevelie sous la neige, sur le versant de Kholat Syakhl. En s'approchant, ils comprennent tout de suite que quelque chose ne va pas. La tente est coupée de l'intérieur avec un couteau, des lacérations franches, délibérées, comme si quelqu'un à l'intérieur avait voulu sortir d'urgence, sans prendre le temps d'utiliser l'entrée. À l'intérieur, les sacs de couchage encore déroulés, les provisions de nourriture, les chaussures alignées, les manteaux. Tout le matériel de survie est là. Personne n'abandonne ses chaussures dans une tempête à moins 30 degrés. Personne. Sauf si la peur était plus forte que le froid. Qu'est-ce qui a bien pu pousser 9 montagnards expérimentés à fuir leur abri en pleine nuit, en chaussettes, sans se retourner ? Cette question entre à l'enquête pendant des décennies. Les traces dans la neige mènent les enquêteurs vers la forêt, environ 1,5 km plus bas. Les premiers corps sont retrouvés près d'un grand cèdre. 2 d'entre eux, Doroshenko et Krivonichenko, sont en sous-vêtements. Pieds nus, leurs mains sont brûlées. Comme s'ils avaient tenté de faire du feu, en vain. Un peu plus loin, 3 autres corps, Igor Dyatlov lui-même, Kolmogorova et Slobodin, retrouvés dans des positions étranges. Comme s'ils essayaient de remonter vers la tente, de faire demi-tour, trop tard. Les 4 derniers corps ne seront retrouvés que 2 mois plus tard, cachés sous 4 mètres de neige au fond d'un ravin. Et là, c'est autre chose. Nikolai Thibault-Brignol a le crâne fracturé. Lyudmila Dubinina et Semyon Zolotaryov ont les côtes brisées. Pas toutes, mais de façon symétrique. Comme si une pression colossale avait écrasé leur cage thoracique. Selon le médecin légiste, ces fractures sont comparables à celles provoquées par un accident de voiture. Un choc d'une violence extrême. Et pourtant, aucune blessure externe, aucune trace de coup, aucune marque sur la peau. Comment est-ce possible ? L'affaire aurait pu s'arrêter là, mais les enquêteurs continuent de creuser, et ce qu'ils trouvent est encore plus difficile à expliquer.
Premier détail troublant. Les vêtements. Certains corps portaient des habits qui ne leur appartenaient pas. Des vêtements prélevés sur d'autres membres du groupe déjà morts. Deuxième détail. Les niveaux de radiation. Plusieurs vêtements présentaient des traces de radioactivité. Pas dangereuses, mais anormales pour des randonneurs en pleine nature. Troisième détail, la couleur de leur peau. Les corps avaient une teinte orange, presque bronzée. Un phénomène que personne n'a jamais totalement expliqué. Quatrième détail, Lyudmila Dubinina. Quand son corps est retrouvé, elle a les yeux arrachés, les lèvres manquantes et surtout, la langue arrachée. Les autorités parlent de décomposition, de l'action de l'eau, des insectes. Certains experts contestent cette version. Le débat dure encore aujourd'hui. Cinquième détail, les témoignages. Plusieurs équipes de secours et résidents locaux disent avoir observé, dans les semaines précédentes et suivantes, des sphères lumineuses oranges dans le ciel au-dessus de la région. Les autorités soviétiques classent le dossier. La zone est interdite d'accès pendant 3 ans. Officiellement, la cause des décès est répertoriée comme une force naturelle inconnue et contraignante. Ce n'est pas une réponse, c'est une porte fermée. Depuis 1959, des dizaines de théories ont émergé. Voici les plus sérieuses. La théorie de l'avalanche, ou plus précisément du slab avalanche, une plaque de neige qui se décroche silencieusement et sans avertissement. En 2019, une enquête officielle russe a conclu à cette cause. Des scientifiques suisses ont modélisé le scénario en 2021. Les conditions étaient réunies. Une pente de 30 degrés, de la neige fraîche, un vent violent. Le groupe aurait fui pour survivre. Les plus gravement blessés auraient tenté de revenir, en vain. C'est la théorie la plus acceptée scientifiquement. Mais elle ne répond pas à tout. La théorie des tests militaires. La région des Ourals est, en 1959, un centre névralgique de l'industrie militaire soviétique. Des expérimentations d'armes, de missiles, de bombes sont menées dans la région. Les traces de radiation, les sphères lumineuses et les blessures internes sans traumatisme externe alimentent cette piste. L'URSS avait toutes les raisons de cacher un accident. La théorie de l'infrason. Certains chercheurs ont avancé que des vents particuliers sur la montagne peuvent créer des infrasons, des sons inaudibles qui provoquent une panique irrationnelle, des hallucinations, une terreur instinctive. Le groupe aurait fui, convaincu d'un danger imaginaire, avant de mourir du froid. La théorie extraterrestre. Et puis, il y a les autres, les ovnis, les créatures mystérieuses, les expériences secrètes. Ces théories ne sont pas scientifiquement étayées, mais elles persistent, portées par les zones d'ombre que personne n'a su combler. Chaque théorie explique une partie, aucune n'explique tout. Aujourd'hui, 66 ans plus tard, l'affaire Dyatlov n'est toujours pas officiellement résolue. Yuri Yudin, le seul survivant du groupe, le seul qui avait fait demi-chemin, a consacré une grande partie de sa vie à chercher la vérité. Il est mort en 2013, sans jamais avoir obtenu de réponse définitive. Les 9 autres ont été inhumés à Ekaterinbourg. Leurs photos sourient encore sur leurs pierres tombales. Des visages jeunes, pleins de vie, partis pour une aventure qui devait durer quelques semaines. La montagne des morts a gardé son secret. Et moi, chaque fois que je relis ce dossier, je reviens toujours à la même question. Si 9 alpinistes chevronnés ont choisi de fuir pieds nus dans la nuit glacée plutôt que de rester dans leur tente, qu'est-ce qu'ils ont vu ? Si cette histoire vous a tenu en haleine, dites-le moi en commentaire. Quelle est votre théorie ? Et si vous voulez que je continue à explorer des mystères comme celui-ci, abonnez-vous. La prochaine histoire vraie est déjà en préparation.